Bienvenue dans notre podcast dédié à la gestion de patrimoine des expatriés français. Je suis Romain Xalois, fondateur du cabinet Twinka, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Que vous soyez un expatrié de longue date ou que vous veniez juste de vous installer à l'étranger, cet espace est fait pour vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour tous ceux d'entre vous qui vivent à l'étranger, l'immobilier. C'est le sujet préféré des Français, et on va voir ensemble ce que devient votre patrimoine immobilier français à votre départ et comment investir dans la pierre si vous êtes déjà parti. Pour un expatrié, c'est souvent le point d'ancrage. C'est ce qui nous lie encore au sol français. Mais attention, on ne doit pas subir son investissement par nostalgie, on doit le choisir pour sa performance. L'objectif pour moi est de vous apporter des informations claires et pratiques. Alors prenez un café, installez-vous confortablement et c'est parti! Avant d'aller plus loin, on va parler du grand dilemme que beaucoup partagent. Est-ce qu'il faut acheter là où vous vivez aujourd'hui ou continuer à bâtir en France? C'est une question de stratégie personnelle, mais il y a deux points de vigilance majeurs à garder en tête si vous regardez l'immobilier local à l'étranger. Le risque de change, c'est le danger invisible. Si vous achetez un bien en dollars ou en dirhams et que cette devise perd de sa superface à l'euro au moment où vous rentrez, vous pourriez alors vous retrouver avec une perte de capital importante, même si la valeur de votre bien sur place a grimpé. En investissant en France, vous capitalisez dans votre modèle sorti, l'euro, ce qui sécurise votre avenir. On peut aussi parler de la maturité du marché. Chaque pays a ses règles. Entre la bulle immobilière de certains pays émergents, la complexité des droits de propriété ou les frais de transaction à l'étranger, investir à l'étranger demande une expertise locale très pointue. C'est pour ces raisons que pour cet épisode, j'ai choisi de me concentrer sur l'investissement en France. C'est votre terrain connu, c'est une monnaie forte et surtout, c'est là que vous pouvez activer les leviers les plus puissants. Mon conseil, généralement, c'est que si vous projetez de rester moins de 5 ans sur place, privilégiez l'investissement en France pour la liquidité et la sécurité. En revanche, l'achat de la résidence principale locale, voire de l'investissement locatif, devient une option intéressante pour économiser un loyer souvent exorbitant si vous envisagez de rester plus de 10 ans. En fait, tout dépendra de votre projet. On va s'intéresser à votre départ et notamment sur les conséquences sur le patrimoine existant. Avant de parler du financement ou d'investissement, parlons déjà des conséquences sur votre patrimoine actuel. Dès que vous passez la douane, le statut de votre résidence principale en France, par exemple, change de nature fiscale. Et ça devient donc fiscalement non plus une résidence principale, mais une résidence secondaire. Quelles conséquences donc sur votre patrimoine et sur l'imposition? Parce que oui, c'est pas parce que vous êtes parti que vous n'êtes plus imposé. Le fisc ne vous obligera jamais, même à des milliers de kilomètres. Tout d'abord, en France, la résidence principale bénéficie d'un abattement de 30% sur la valeur dans le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière. En devenant une résidence secondaire, si vous êtes proche du seuil de 1,3 million qui déclenche l'impôt sur la fortune immobilière, vous pouvez devenir imposable du jour au lendemain, puisque vous perdez cet abattement de 30%. Ensuite, le barème de l'impôt sur le revenu est modifié. Le statut de non-résident vous impose un taux plancher d'imposition de 20% dès le premier euro, jusqu'à environ un peu moins de 29 000 euros, puis 30% au-delà. Vous bénéficiez donc plus des premières tranches d'imposition à 0 et 11% comme les résidents fiscaux français. Enfin, les prélèvements sociaux qui financent la sécurité sociale que vous payez sur vos loyers sont normalement fixés à 18,6% pour les résidents. Mais pour vous expatriés, ils tombent à 7,5% si vous relevez d'un régime de sécurité sociale européen ou de la Suisse. Et si vous êtes hors Europe, vous êtes normalement soumis au taux de 18,6%. Cependant, une exonération totale est possible par certaines conventions fiscales. Alors, entre l'IFI qui peut se déclencher et ce taux plancher de 20% qui s'applique immédiatement, l'investissement immobilier peut sembler perdre de son attractivité. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne vaut plus investir en France? Non. Mais il faut réfléchir pour que l'investissement soit intéressant, à la fois dans sa fiscalité et sa gestion au quotidien. Maintenant qu'on a vu ces sujets, on va s'intéresser du coup au mode de détention entre le LMNP, SCPI ou la location nue. Quel véhicule on choisit pour avancer? Pour un expatrié, le choix se résume souvent en arbitrage entre la performance fiscale brute et aussi la tranquillité de gestion. Parce qu'il est clair qu'on ne peut pas gérer l'immobilier à 10 000 km de distance comme on le gère l'appartement au bout de sa rue. Il n'y a pas de solution miracle, mais il y a des stratégies qui collent à votre réalité. Je vais donc vous présenter deux solutions d'investissement qui correspondent le plus à vos besoins d'expatriés. La première solution, le statut LMNP, ou loueur en meublé non professionnel, consiste à louer un logement meublé pour que le locataire puisse y vivre immédiatement. Le LMNP n'est pas une structure juridique complexe, mais un statut fiscal que vous exercez en nom propre. Pour en bénéficier, une condition suffit: percevoir moins de 23 000 euros de loyer par an ou représenter moins de 50% de vos revenus d'activité en France. C'est le compromis idéal entre rentabilité, pression fiscale minimale et sans les contraintes de gestion d'une activité pro. Mais alors quel intérêt? Le point fort du statut LMNP, c'est sa fiscalité. En tant que loueur en LMNP, vous déclarez des bénéfices industriels et commerciaux, qu'on appelle les BIC, et à ce titre, vous pouvez opter pour deux régimes d'imposition. Le micro-BIC qui permet d'avoir généralement entre 30 à 50% d'abattement sur vos bénéfices avant impôt, sous condition de revenus d'activité. Alors c'est bien, mais c'est très sélectif et vous ne pouvez pas déduire vos frais réels. Ou alors le réel BIC qui vous permet de déduire de vos revenus toutes vos charges, charges de copropriété, travaux de rénovation, entretien, honoraires du comptable, le coût du crédit, etc. Mais l'intérêt premier du régime réel, c'est l'amortissement. Pour vous expliquer brièvement, l'amortissement, c'est un cadeau de l'administration fiscale qui considère que chaque année, votre bien s'use.
et vous autorise à utiliser cette usure comme une charge fictive déductible de vos revenus. De plus, si vos charges dépassent vos revenus, le déficit est reportable pendant 10 ans et l'amortissement, lui, est reportable sans limite de temps. Résultat, vous pouvez en fait encaisser des loyers pendant 10 ou 15 ans sans payer un seul euro d'impôts ni de prélèvements sociaux. Dès lors que vous percevez fiscalement des bénéfices, ceux-ci seront alors imposés à 20%, plus les prélèvements sociaux si vous y êtes assujetti. L'inconvénient, pour un expatrié, c'est la gestion. Le meublé demande de l'implication. Gérer le mobilier, les états des lieux, fournir chaque année un bilan comptable peut être chronophage pour certains. Mais si la gestion vous fait peur à distance, vous pouvez vous tourner alors vers l'immobilier géré. Le but, c'est d'investir dans une résidence de tourisme, étudiante, d'affaires, pour les seniors ou un EHPAD. Et dans ces cas-là, vous signez un bail commercial avec un exploitant qui s'occupe de tout et lui vous reverse des loyers garantis, que le logement soit occupé ou non, en contrepartie d'un loyer un peu plus faible. Les frais de gestion, eux, sont déductibles des revenus, mais en tout cas, ça laisse une possibilité différente. Passons à la deuxième solution, qu'on appelle les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, qu'on appelle aussi communément pierre-papier. C'est un placement immobilier collectif qui permet d'investir dans un parc immobilier mutualisé. Le principe, vous achetez des parts et vous percevez des revenus fonciers au prorata de votre investissement, sans aucune contrainte de gestion locative ou de travaux. Pourquoi choisir cet investissement-là en pierre-papier? Son avantage numéro 1, c'est la tranquillité absolue. La SCPI ne vous demande aucune gestion. Vous ne gérez ni les travaux, ni les états des lieux, ni les impayés. C'est la société de gestion qui s'occupe de tout. Ensuite, l'avantage pour vous, vous percevez des revenus immédiatement. Vous percevez des revenus au prorata de votre investissement, souvent à chaque trimestre. Enfin, le ticket d'entrée qui est modulable. Contrairement à l'immobilier direct où on peut être sur des montants importants, vous pouvez investir la somme que vous voulez, que ce soit pour placer un surplus de trésorerie ou mettre en place une épargne programmée. L'inconvénient pour l'expatrié, c'est la fiscalité. Les revenus du SCPI sont des revenus fonciers. Pour un expat, ça signifie une imposition de 20% ou 30% suivant les tranches, plus potentiellement les prélèvements sociaux. Sans optimisation, la note peut être salée. Encore une fois, il existe plusieurs solutions pour rendre la SCPI plus compétitive fiscalement. En fait, il existe 4 modes de détention de cette SCPI. L'investissement au comptant. Vous achetez des parts de SCPI cash avec votre épargne, vos revenus. Dans ce cas, vous ne bénéficiez d'aucune optimisation. La deuxième, l'assurance vie. Vous logez les parts de SCPI dans une assurance vie, ce qui vous permet de bénéficier de la fiscalité avantageuse de l'enveloppe lors des retraits. Troisième point, l'investissement à crédit. Tout comme l'immobilier direct, vous pouvez déduire les intérêts de votre emprunt de votre revenu SCPI pour réduire votre bénéfice imposable. Et enfin, un sujet qui est assez intéressant aussi, c'est le démembrement de propriété. Cela consiste à séparer un bien en deux. D'un côté, la nue propriété, c'est le droit de posséder le bien, et de l'autre, l'usufruit, c'est le droit d'exploiter ou de percevoir les revenus de ce bien. Ici, dans ce cadre-là, vous achetez seulement la nue propriété des parts pendant une période donnée, mettons 10 ans, à seulement 60% de la valeur réelle. Pendant 10 ans, vous ne percevez pas de revenus, donc pas d'impôts. Mais une fois ce délai écoulé, vous récupérez la pleine propriété des parts et donc les revenus. Vous investissez donc à moindre frais et vous décalez l'imposition si vous n'avez pas de besoin de revenus immédiats. Le démembrement, en fait, c'est acheter un arbre beaucoup moins cher, mais pendant 10 ans, vous n'avez pas le droit de cueillir les fruits. Enfin, il existe une dernière solution si vous voulez acheter comptant et percevoir des revenus immédiatement et ne pas vous endetter. La SCPI européenne. Qu'est-ce que c'est? Au lieu d'acheter des bureaux à Paris ou à Lyon, la société investit en Allemagne, en Espagne ou en Irlande par exemple. Les revenus proviennent d'immeubles situés hors de France. Ils échappent donc à l'imposition française. La SCPI paye l'impôt local pour vous, vous percevez des revenus nets d'impôt, et grâce aux conventions fiscales, votre pays d'accueil vous accorde soit un crédit d'impôt, soit une exemption totale pour éviter la double imposition. De plus, investir dans une SCPI européenne vous permet aussi de diversifier votre investissement en misant sur des marchés dynamiques comme le Grand Berlin ou Madrid. Pour résumer, nous avons d'un côté l'option A, le LMNP, qui s'impose comme la stratégie de l'optimisateur, avec un mécanisme de déduction fiscale puissant pour encaisser des loyers pendant 10 à 20 ans sans payer d'impôts. Mais l'inconvénient majeur réside dans la gestion active du bien. Cette contrainte peut être aussi gommable par l'immobilier géré, par un exploitant pro en résidence de service, contre des loyers garantis, mais un peu plus faibles. De l'autre, l'option B, la SCPI, qui privilégie la sérénité totale. La mutualisation de parts de centaines d'immeubles gérés par des professionnels dilue le risque locatif pour un investissement immobilier sans gestion et sans travaux. Si la pression fiscale sur les revenus fonciers est plus élevée qu'en LMNP, ça se contourne aussi efficacement grâce à l'investissement à crédit, au démembrement de propriété ou via une SCPI européenne. Sur le papier, l'une de ces deux solutions peut vous sembler plus suffisante que l'autre, que ce soit par sa rentabilité brute ou sa simplicité apparente. Toutefois, la valeur réelle d'investissement ne s'apprécie qu'au regard de votre situation personnelle actuelle, de la structure de votre patrimoine et de vos besoins de revenus immédiats, et puis, bien sûr, de vos projets de vie à long terme. D'une certaine manière, vous ne choisissez pas votre investissement, il se réfléchit par rapport à vos objectifs. Dans ce podcast, je vous ai présenté les possibilités d'investissement immobilier qui s'offrent à vous, en basant ma réflexion sur l'obtention d'un crédit, parce que peu d'entre nous sont capables d'acheter un immeuble comptant. Alors, on entend souvent dire que les banques françaises ne prêtent pas aux non-résidents, mais c'est faux. J'enfile donc ma casquette de courtier en prêt et d'ancien banquier pour vous expliquer tout ça. Pour une banque,
Prêter un expatrié, c'est une question de lecture du risque, finalement un peu comme les Français. Mais contrairement à résidant en France, qu'elle a sous la main, la banque doit s'assurer que votre profil est solide, même à 10 000 km de distance. Par exemple, ce sera plus simple pour elle d'apprécier si vous avez déjà des actifs financiers ou immobiliers en France. Parce que du coup, ça lui offre une garantie supplémentaire, un peu comme une sécurité décalée sur laquelle elle peut s'appuyer en cas de coup dur. Pour compenser l'éloignement, les banques ajustent leur curseur sur 2 points précis. D'abord, la pondération de vos revenus. Si vous gagnez votre vie en dollars ou en toute autre devise que l'euro, la banque appliquera souvent une décote de change par sécurité. Elle ne retiendra par exemple que 80% de votre salaire net pour ces calculs afin de se protéger contre le risque de change. C'est une mesure de prudence mécanique pour s'assurer que vous restez solvable même si le cours de l'euro grimpe. Enfin, l'apport personnel. Alors qu'un résident fiscal français peut parfois n'apporter que les frais notaires, environ 10% du projet en général, on demandera plus d'efforts à un expatrié. Il faut généralement viser de 30 à 40% d'apport selon votre profil. C'est le ticket d'entrée pour rassurer la banque sur votre capacité d'épargne et votre implication dans le projet. La banque peut vous financer, mais comme je disais plus tôt, votre investissement immobilier se réfléchit au regard de votre situation. Pour certains, le LMNP sera une évidence, et pour d'autres, la SCPI sera la solution optimale. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ces éclairages vous permettront d'aborder vos projets immobiliers avec plus de sérénité. L'investissement immobilier est complexe, mais ça ne doit pas être un frein à vos ambitions. Merci de votre écoute. En attendant le prochain épisode, contactez-moi via mes réseaux sociaux pour échanger, et je vous dis à très vite pour une nouvelle exploration.